Bienvenue à Salon de l'étude. Je suis accompagné évidemment de Dr Catherine Raymond. Mon nom est Pierre-Renaud Rivard. Et aujourd'hui, on discute avec le scientifique en chef du Québec. Merci beaucoup d'être là, Votre Majesté. Oh, ben non, c'est quand même pas. Quand même pas, parce que c'est un titre qui est prétentieux, je dirais, là, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant, scientifique en chef, quand on s'imagine On à sait ça. pas trop qu'est-ce que ça mange en hiver, un scientifique en chef. Exact. Comment on devient scientifique en chef? Ben, c'est toutes des questions qu'on va passer au travers pendant l'épisode. Moi, c'est justement... tu sais, je parlais avec Catherine, j'étais comme... Moi, j'adore la science, évidemment, le transfert et tout ça. Fait que quand j'ai su qu'on pouvait parler au scientifique en chef du Québec, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, ça semble être... Fait que c'est pour ça que c'est Votre Majesté. Moi, tant que je sais pas exactement ce que c'est, vous êtes la royauté de la science. Et je suis très content. Rémi Quirion. Oui. Donc, c'est quoi un scientifique en chef au Québec? C'est celui qui a payé toutes mes études. Toutes bourses, mes études, toutes les bourses. C'est celui qui a payé pour notre podcast aussi. Ah oui, ben oui. Merci pour ça. Tout ce beau visuel, c'est grâce à vous. Tout. Parce qu'on vous rappelle qu'on est financé par le Fonds de recherche du Québec. Exactement. Oui, Ouais. mais si vous l'avez reçu, c'est parce que vous le méritiez aussi. C'est vraiment pas moi qui choisis rien. Là. J'ai moins de... Dans le processus de décision, c'est toujours des comités de pairs, des experts qui regardent à ça, et moi, je vois les résultats des compétitions sur le web en même temps que vous, là. Fait que... OK. Ben, merci pareil. Merci pareil. On a gagné une compétition. On met les programmes en place, mais par la suite, là, c'est vraiment les collègues, les experts qui jugent de tout ça, et que le meilleur gagne jusqu'à un certain point. Là. On a gagné. On a On a gagné. gagné, vous le méritiez. Yes. Méritiez, certainement. Donc, un scientifique en chef, et il y en a quelques-uns dans le monde. C'est pas un modèle, c'est pas un exemple, une façon de faire très, très habituelle. OK. C'est vraiment été créé plus dans le Commonwealth, les pays anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis. C'est vrai que ça sonne anglais. Oui, Ouais. fait que je La monarchie. je suis seul dans le monde francophone. OK. Il y en a OK. une, il y a mon des maires qui est au fédéral. Le mandat est un peu différent du mien, mais vraiment francophone, je suis le seul. Quand on parle de ça, par exemple, en France, ils n'ont pas les habitudes de faire les choses comme nous ici, de dire avoir une personne qui va conseiller le gouvernement du Québec, tout ce qui touche recherche et innovation. OK. Donc, c'est le mandat premier du scientifique en chef, c'est de donner des conseils, des avis au gouvernement sur tous les sujets. Comme quoi? Bien sûr, j'ai pas la science infuse. Quand ça arrive dans mon domaine de recherche, les neurosciences avant, s'ils me posent des questions sur l'Alzheimer, sur la dépression, c'est mes domaines de recherche, un peu plus facile. Des exemples de questions que j'ai eues, bien sûr, pendant la pandémie, le virus. Ouais, c'est sûr. Un nouveau virus qui arrive, on connaît rien. Là, j'essayais de discuter avec des collègues au Canada ou des collègues dans les pays du Commonwealth, scientifiques en chef ou l'équivalent. Qu'est-ce que vous dites à vos autorités? Parce que là, j'arrivais avec des gens au bureau du premier ministre du Québec ou le ministre de la Santé et des Services sociaux. Et là, quand ils posent la question, puis, qu'est-ce qu'on dit? Ben, je ne sais pas. T'as un nouveau virus, on ne connaît rien. Ben, il dit, je peux pas dire ça même matin en conférence de presse. Ben, le public, ça ne va rien. Fait qu'il y a tous ces aspects-là. Donc, vous êtes la première ressource pour un politicien qui se dit, OK, on a un enjeu de nature scientifique, on ne sait pas comment en parler. Donc, c'est vous qu'on appelle tout de suite. C'était un peu la raison. Le ministre qui avait créé le poste, Clément Gignac, qui maintenant Clément est sénateur au gouvernement canadien, qui est économiste de formation. Clément avait voyagé, je sais pas trop, il avait une mission quelque part et il avait rencontré le scientifique en chef d'Israël. Ils en ont depuis un certain temps là-bas. Il était revenu au Québec puis il avait dit « J'en veux un ». Ou si j'en veux un. Comme les enfants dans les magasins de jouets. Ouais, c'est tellement bébé. Et là, finalement, il a mis le processus en branle. Recrutement, les chercheurs de tête. Parce que vous êtes le premier scientifique en chef. Ouais. Et puis, il m'appelait et je disais non. Moi, ma recherche, j'ai été très chanceux. Dans ma carrière en recherche, même aujourd'hui, c'est ce dont je suis le plus fier. Ma famille scientifique. Ouais. Il y en a partout dans le monde. Peut-être 75-80 étudiants qui ont passé dans mes labos. Non, mais je lisais, vous en avez eu 80. Okay, vous avez formé 80 chercheurs, 750 publications scientifiques, 5 livres. Tu sais, quand même, là, ça y est. Non, c'est pour ça que ça allait très bien. J'avais une très bonne équipe. On travaillait sur différents sujets.
Là, il m'appelait, puis j'ai dit non, moi, ça m'intéresse pas. Sur quoi vous travaillez, hein? Beaucoup des modèles du côté de la maladie d'Alzheimer, la démence, la dépression, la douleur chronique. Donc, j'avais différentes subventions de recherche dans des domaines très différents. L'un, c'était l'Alzheimer, l'autre, c'était la douleur, l'autre, c'était l'anxiété. Mais là, je faisais, dans nos Journal Club, là, nos réunions de laboratoire chaque semaine, je faisais travailler ce beau monde-là ensemble en disant, toi, tu travailles sur une protéine dans l'Alzheimer, parle donc celui qui travaille sur la douleur. Vous allez peut-être faire quelque chose. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant de mettre des gens qui ont des expertises différentes, puis tu vas un peu plus loin. Donc, vous aviez naturellement ce réflexe-là. Et aussi du côté santé mentale, moi, j'étais à l'hôpital Douglas, Institut en santé mentale, et là, on est là, en santé mentale, la personne qui connaît plus la maladie, si on veut, c'est le patient. Ouais. Et oui, le psychiatre, oui, le psychologue, oui, le travailleur social, mais vraiment, il faut qu'il travaille en équipe. Donc, déjà là, il y avait eu cette... on ne sait pas beaucoup, on ne sait pas autant que dans d'autres secteurs de la médecine. Il faut travailler en équipe et le patient peut nous informer beaucoup. Donc, de travailler de façon très multidisciplinaire, ça m'a toujours intéressé. Mais là, quand il revenait avec scientifique en chef, il disait non, puis il disait non. Puis à un moment donné, le ministre du temps, Clément Gignac, m'appelle puis il me dit « Rémi, ça t'oblige à rien. Viens me rencontrer, on va jaser. » Ah, c'est de même qui commence. Je suis allé jaser. Je me suis ramassé avec un timeshare de même. Fait que finalement, ils ont... mais le plus difficile, quand finalement j'ai reçu l'ordre, ben là, c'était, étant donné que tu vas diriger aussi les fonds de recherche du Québec, apparence de conflit d'intérêts, même je suis aucun comité de sélection de bourse, par exemple, ben là, il faut que tu fermes ton laboratoire. Ah, mon Dieu! C'était la seule chose que je savais faire. Moi, là, je sais faire ça, puis j'ai du fun à faire ça. C'est d'interagir avec les jeunes. Vraiment, ça nous garde. Puis moi, j'ai toujours dit, j'apprenais autant de l'étudiant qui venait avec moi que l'étudiant apprenait de moi. Là. Donc, c'est beaucoup des échanges. Et là, de dire, on est obligé de fermer ça. Mais un peu comme tu as dit avant, j'avais eu quand même pas mal de succès, beaucoup de publications. Je me suis dit, je pourrais peut-être en publier 100 de plus. Qu'est-ce que ça va vraiment changer dans le monde? Moi, je vais être content. Mes étudiants aussi, j'espère. On va avoir des belles conférences un peu partout dans le monde. Mais peut-être que je peux passer à autre chose, faire quelque chose de différent et apprendre aussi tous les jours. Parce qu'avec le poste que j'ai, on a des questions. J'ai parlé pendant la pandémie COVID, où là, on reçoit les questions des ministres. Mais j'en ai eu une, à un moment donné, c'était le ministre de la Sécurité publique qui m'appelle puis il me dit « Rémi, qu'est-ce que tu connais sur les pitbulls? » J'ai dit « Je connais rien sur les pitbulls. » Il dit « Il faudrait que tu trouves, par demain matin, j'ai besoin d'avoir une réponse. Il y a une question à l'Assemblée nationale. Il faut arriver avec un règlement. » Ça, c'est quand, il y a quelques années, il y avait tout le scandale à Montréal. Il y avait des quartiers de Montréal qui disaient « Oui, ça va pour les chiens dangereux. » Le quartier à côté, il disait non. Fait que tu déménages d'une place à l'autre, t'as ton chien, qu'est-ce que tu fais avec? Ouais, puis qu'est-ce qu'un chien dangereux? Puis qu'est-ce que. Puis là, moi, bien sûr, je connaissais rien, c'est pas la science infuse, mais j'ai quand même les 3 fonds de recherche avec 15 membres de CA par fonds de recherche. Donc, ça fait 45 experts dans toutes sortes de domaines. Fait que là, t'appelles quelqu'un, et puis toi, qu'est-ce que tu connais? T'appelles l'école de médecine vétérinaire. Qu'est-ce que vous connaissez? On fait une proposition au ministre du jour et finalement, il a suivi la recommandation qu'on lui a faite. Quelle était la recommandation à l'époque? C'était de contrôler quand même, de ne pas les éliminer complètement, mais s'assurer qu'ils sont bien gardés en l'air, cette histoire-là. Parce que souvent, il y a des erreurs. Il y a des erreurs de ce côté-là. Là. Mais quand vous prenez votre téléphone et que vous appelez l'école vétérinaire à Saint-Hyacinthe, est-ce que les gens décrochent? Est-ce que, pas juste l'école vétérinaire, mais est-ce que c'est difficile de rejoindre ces gens-là? En général, non. Peut-être, encore une fois, le titre la majesté. Est un peu... Le roi appelle, tu décroches. Tu fais pas, je vais le rappeler plus tard. Non, en général, c'est assez facile. Et je pense que la majorité, et vous êtes un peu là-dedans, mais la majorité des chercheurs, des chercheuses aiment parler quand même de leur affaire. Fait que là, t'arrives, quelqu'un t'appelle, pourrais-tu m'aider là-dessus? C'est sûr que ça sert à rien. Comme tel pour leur curriculum, pour une promotion, ça ne sert pas. Mais à être quand même, et lorsque les suggestions, recommandations sont acceptées, ben c'est le fun aussi. J'en ai eu d'autres où ça n'a pas été accepté. On a parlé avec la COVID, pas la COVID, la COP15 ici, sur la biodiversité. On a reparlé encore des caribous. Ben, les caribous, je les ai depuis presque le premier jour de mon mandat. Mais le nombre de choses que vous devez connaître... Encore une fois, je les connais pas tous. C'est plutôt d'avoir un bon réseau et d'être capable d'avoir quelqu'un qui va être capable, qui va te répondre rapidement et qui va te donner, moi, je dirais à peu près ça. Parce que c'est sûr, quand on va aux élus, au gouvernement, les ministres,
c'est pas une thèse de doctorat. De toute façon, tu as quelques heures pour y penser, et là, tu dis A, B, des fois C. Mais c'est souvent, je vous suggère ça, et c'est tout. Sur les caribous, on disait, il faudrait essayer de protéger leur environnement et tout ça, mais encore une fois, c'est pas moi qui décide, ce sont les élus. Et oui, il y a la science, les données probantes, mais il y a aussi toutes sortes d'autres choses. Une communauté, un village vit à cause... Il y a une dimension politique aussi à l'exploitation ça. de la foresterie. Oui, c'est ça. Ils ont tout ça à garder en tête. Moi, j'y vais plus pour les commentaires par rapport à la science. Et par la suite, eux décident. Et un ministre m'avait déjà dit, là, si tu veux, parce que c'est ça, comme chercheur, on envoie nos demandes de subvention, nos publications scientifiques, et là, ça revient, on se dit, gang d'imbéciles, ils n'ont rien compris. Puis là, on s'engueule, on fait des allers-retours. Là, le ministre m'avait dit, Rémi, si tu veux décider, là, comme tu faisais quand tu étais dans ta recherche, lance-toi en politique, fais-toi élire, deviens ministre, et là, tu décideras. Maintenant, c'est moi qui est ministre, c'est moi qui décide. Fait que ça positionne bien aussi le genre de poste que j'ai, où on donne des avis, et par la suite, le politique décide. On espère... ça doit être frustrant. C'est ça, des j'allais fois. dire. Ça doit être mon Dieu, ça doit excessivement être frustrant. La bonne réponse, c'est ça. Ouais, mais moi, mes électeurs, ils veulent pas entendre ça. Là, t'es comme moi, mais... Je pense qu'on apprend aussi à faire ce genre de travail-là. Et si on peut avant... Je pense qu'au cours des dernières années, on a quand même réussi à rentrer, entre guillemets, dans plusieurs ministères au gouvernement du Québec, que là, ils ont le réflexe de dire, OK, on va appeler le scientifique en chef ou un expert, et lui ou elle va être capable de nous donner des commentaires, nos commentaires rapidement. Okay. Et la pandémie a aidé beaucoup de ce côté-là. Il y a bien des mauvais côtés de la pandémie, là. Mais un bon côté, c'est qu'ils ont découvert, peut-être un peu comme certains de vos auditeurs, là, qu'il y avait un scientifique en chef au Québec, parce qu'il y avait même des ministères qui ne savaient pas que ça existait, là, même si ça faisait plusieurs années que j'étais là. Parce que le ministère de la Santé, bien sûr, on interagit toujours avec. Mon ministère de tutelle, économie, innovation, énergie, l'enseignement supérieur, l'éducation, mais d'autres, la justice, par exemple, peut-être moins avoir accès à ce genre d'expertise-là au jour le jour. Donc, ça a fait découvrir. Et maintenant, si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés, on lance un programme de scientifiques en résidence dans les ministères. Okay. Donc, vous avez, par exemple, un doctorat. Plutôt que d'aller faire un post-doc dans une équipe de recherche, vous pouvez aller faire un post-doc, ça va être une bourse équivalente, pour voir comment ça fonctionne un ministère, comment se prennent les décisions. C'est trop hot. Fait qu'elle va aller voir 2-3 ans là-dedans, puis après ça, on espère. Peut-être certains vont décider de rester là et avoir une job, parce que la fonction publique québécoise est assez âgée. Donc, former des jeunes qui sont intéressés par ça, je pense que ça fait partie de notre rôle aussi comme c'est une super bonne idée. Dans le fond, ce serait un peu d'intégrer justement la science encore plus près dans l'appareil politique pour que ce soit pris en compte plus facilement. Que le réflexe soit là et d'avoir l'expertise, dans un sens, sur place. Plutôt que de dire, OK, là, je vais appeler quelqu'un que je connais à l'Université de Sherbrooke ou à McGill, puis ça prend un peu de temps, des fois, ils ne répondent pas. Au moins, quand il y a quelqu'un sur place, avoir accès à la littérature, comment faire une recherche de littérature, c'est pas si évident que ça. Pour nous, on pense, on est habitués, mais dans ces milieux-là, ils ne sont pas très habitués. Et en plus, on pense que travailler dans la fonction publique, c'est plate. C'est pas une job, qu'on veut faire. En même temps, tu peux travailler sur des nouvelles lois, des projets de loi, changer des choses au niveau d'une société. Ça peut être quand même très stimulant aussi. Ça peut être difficile parce que c'est long, mais effectivement, c'est l'endroit où on peut faire une différence. On peut faire des changements. Puis, on essaie de diversifier les profils de carrière aussi. Ça fait partie de ma job. Mais cette philosophie-là de mixer des milieux ensemble, là, je l'appelle ça comme ça, ça fait aussi partie de votre mandat, je crois, de développer la recherche intersectorielle. Puis... Oui, ça, on a travaillé beaucoup sur ça. Et ça peut-être encore une fois venant de la santé mentale, où on travaillait en équipe, des équipes multidisciplinaires. Fait que là, on s'est dit, il faut aller chercher des expertises très différentes, les mettre ensemble pour être capable d'aller plus loin sur des grands défis de société. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, ça? Sentiez-vous que tout le monde est en silo? Puis... Ça reste comme ça encore, en silo dans la majorité des cas. Parce que c'est sûr que si on veut avoir un PhD, il faut travailler dans un secteur assez précis, assez pointu. Ouais. Prendre un PhD en tout, s'il vous plaît. Non, puis en plus, quand tu entres dans par exemple, un poste de prof, là, tes collègues au même département vont te dire, là, il faut que tu deviennes le meilleur dans ton petit domaine de biochimie. Là, en fait, c'est quand on te recrute, en plus, souvent, tu sais... Très ciblé. C'est ça, on va chercher quelqu'un qui peut s'asseoir dans cette chaise spécifique-là, qui travaille en Alzheimer d'un point de vue biologique ou neuro, machin, tu sais, fait que t'es recruté un peu pour ce que tu fais déjà, et donc c'est très peu propice à ce que tu développes d'autres expertises,
outre dans la collaboration avec tes collègues. C'est ça. Ou tes collègues ou de d'autres milieux aussi. Là, et souvent, par exemple, quelqu'un qui était plus du côté santé, si quelqu'un est plus du côté sciences sociales, par exemple, ou dans les sciences humaines, c'est comme s'il y en a un qui parle français puis l'autre parle mandarin. C'est même pas anglais et français. Là. On n'a pas le même langage. On n'a pas le même langage, on n'utilise pas les mêmes logiciels stats, on n'utilise pas les mêmes... Fait que c'est très difficile de parler. Au début, on est frustré, on dit qu'on comprend rien. Le premier réflexe, qu'on comprend rien, fait perdre mon temps. Mais lorsqu'on réussit à aller un peu plus loin, là, vraiment, on peut vraiment dépasser ce qu'on aurait fait seul. Fait que c'est un peu les objectifs qu'on avait avec cette planification intersectorielle dans des projets un peu fous. Fait qu'on a un programme qui s'appelle Audace, où là... ça le dit. Ça le dit pas mal. En général, depuis quelques années, les taux, c'est tellement compétitif dans le milieu que finalement, les chercheurs prennent pas beaucoup de risques. Ils vont soumettre la demande, puis tu vas dire, ben là, moi, j'ai une solution pour mes cellules, par exemple, un pH de 7,4. Si tu écris pas ça, tu as peur qu'un arbitre dise, ben il n'y a pas meilleur à pH. Mais fait que c'est tellement dans le détail que on fait des petits pas. Fait que là, on dit, on va démarrer un programme comme ça, Audace. Et là, je dis aux gens l'exemple que je veux que vous écriviez 5 pages. Pas 25, là, 5. Des fois, c'est plus difficile à écrire court que plus long. Et aussi vos idées folles. Et là, je prenais souvent l'exemple du baseball. On dit, je veux pas que vous allez au premier but. Là. Je veux avoir un coup de circuit. Mais je sais qu'il va y avoir retrait au bâton très souvent, puis c'est correct. Ça devrait être ça de la science aussi. Ouais. Si on est à peu près certain de ce qu'on va trouver, c'est pas très ambitieux. On avance pas vite. Là. Fait que là, on a parti ces programmes-là et ça marche quand même bien. L'autre programme que j'aime beaucoup, qui est encore, je dirais, presque plus compliqué, plus difficile, le programme Engagement, là, c'est de la science citoyenne, de la science participative. OK. Donc là, c'est le citoyen, c'est toi, par exemple, qui peut nous faire une proposition. Le moldu. Le moldu, oui. Le paysan. Non, mais ça, c'est... Et je pense que nos citoyens sont... Bien sûr, tu travailles sur découvrir le boson de Higgs. Bon, ça, c'est pas... Oui, c'est ça. Ça se peut. Pas tout le monde. J'ai pas d'accélérateur de particules chez nous. Là. C'est un peu compliqué. Je l'ai fait avec des tuyaux de PVC. Dans le salon. Oui. Mais dans plein de domaines, comme les changements climatiques, les maladies du côté santé aussi, donc d'avoir le citoyen, la citoyenne qui propose quelque chose. Et là, tu dis, fait que là, notre travail là-dedans, c'est de dire, OK, proposez-nous quelque chose. Nous, on les met en lien avec des chercheurs. Ils travaillent pendant 6 à 8 mois pour développer l'argumentaire de recherche, le projet de recherche. Et là, c'est des comités de pairs qui regardent ça. Puis, quand ça passe, on leur donne un peu d'argent pour faire le projet. Et pour moi, c'était pas vraiment le projet, c'était pas vraiment le résultat en tant que tel. C'est beaucoup plus la méthode scientifique. Ouais. Une façon de combattre la désinformation, les fausses nouvelles, tout ça. Et ça a beaucoup d'intérêt, en particulier du côté environnement, là. Puis c'est pas juste de dire, je vais compter le nombre de papillons ou de cardinaux que j'ai dans ma cour, là. C'est vraiment avoir un peu plus que ça. Il semble avoir de la pollution dans ma rivière. Moi, j'aurais certaines idées pour vous m'aider. Fait que ça, on veut en faire de plus en plus aussi de la science participative. Mais c'est écœurant de savoir ça. Je savais même pas au courant que ça existait. Puis ça, il y a quelque chose là-dedans que je trouve magnifique. On dirait que ça rapproche le citoyen moyen qui n'est pas impliqué en science de vouloir s'impliquer puis d'avoir des idées. Parce que tout le monde peut avoir une idée. Puis des fois, les idées sont... Bon, il y en a qui sont plus ou moins bonnes, mais c'est vrai pour les chercheurs aussi. C'est pas... les chercheurs qui ont toujours des bonnes idées. On dit tout le temps « think outside the box ». C'est ça. Mais là, on va chercher des gens qui sont carrément à l'extérieur de la boîte. Ça me fait penser à le nombre de discussions d'articles. Parce qu'un article, pour nos éditeurs, on va le résumer un petit peu. Tu as une introduction. Ensuite de ça, tu expliques un petit peu la méthode que tu as utilisée. En fait, plus qu'un petit peu, tu décris très, de façon très pointue la méthode que tu as utilisée, tes résultats. Puis après, il y a une discussion. Tu dis, qu'est-ce que ça mange en hiver, ces résultats-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis le nombre de discussions que j'ai écrites après avoir eu, justement, des discussions avec des amis ou avec toi. Tu sais, des fois, je veux dire, on prend une bière, puis je te parle d'un résultat que j'ai eu, puis là, PB, il va dire « Hey, mais t'as-tu pensé à telle affaire? Tu sais, ça pourrait peut-être vouloir dire ci ou ça. » Puis là, tu te dis « Ah! » Mais oui, mais peut-être. Puis là, tu vas voir dans la littérature, puis finalement, tu te rends compte qu'en effet, tu sais, je veux dire, pas besoin d'être dans le domaine de la recherche pour avoir des idées, là, tu sais, bref. Et ça permet, encore une fois, de sensibiliser un peu tout le monde. Puis moi, indirectement, ça m'aide aussi, là. Ça aide, bien sûr, nos concitoyens et concitoyennes, mais eux vont en parler aussi à leurs élus, à leurs députés, ou à la mairesse, quoi que ce soit. Fait que ça aide aussi à valoriser là, les investissements en recherche et innovation au Québec. Là. C'est de faire contribuer tout le monde au savoir collectif. Et c'est certain qu'on voit aujourd'hui les grands défis de société, hein, comme les changements climatiques, l'environnement.
jusqu'à un certain point, je dirais qu'on sait ce qu'on doit faire. Là. Quand on croit à ça, puis qu'il y a des augmentations de température, on peut la mesurer encore 15 fois, mais bon. Trump qui n'est pas d'accord. Non, c'est ça. Ça augmente. Mais après ça, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est d'amener le monde à dire « Ah, c'est vrai, cette histoire-là ». Fait que là, avoir des expertises plus, je dirais, du côté des sciences sociales, des sciences humaines, pour mettre ça dans l'équation. Là. Pas juste des experts pointus sur le virus Y ou sur la géothermie, mais avoir aussi des gens du côté sciences sociales, sciences humaines, pour engager les citoyens là-dedans. Et du côté des changements climatiques, bien, avoir ce sentiment d'urgence. Et moi, je suis pas mieux que les autres. On est à peu près comme ça. Avec la pandémie, COVID, bien là, quand ta mère a la COVID, puis elle décède, ou ta tante, ou je sais pas quoi, bien là, c'est très aigu. Ou ton chum est malade, là, le changement climatique, on sait que c'est là. Hein. On va attendre la semaine prochaine. Ou on va attendre dans 6 mois, puis le gouvernement fait ça. Les experts font ça, puis les citoyens ordinaires font ça aussi. Fait que là, on essaie de trouver une façon, ça veut dire quoi pour moi? Dans ma ruelle à Montréal, par exemple. Parce qu'à un moment donné, il va être trop tard, puis on a cette tendance-là, j'ai l'impression, les humains, à attendre la dernière minute. Tant que c'est pas dans notre face, qu'on n'est pas obligé, on voit. Tant qu'on vit pas l'impact, on comprend pas son importance. On se dit, ben moi, à l'échelle planétaire, si je fais un petit geste dans ma maison à Montréal, ça se dissout. Ça veut dire quoi? Ouais. Mais il n'y a finalement pas de petits gestes. C'est peut-être ça qu'on devrait aussi, là. C'est pas juste les COP 15, 27, 28, là. C'est vraiment individuellement ce qu'on peut faire. Et lorsqu'on travaille ensemble comme société, bien, peut-être qu'on peut commencer à changer des choses un petit peu, changer les façons de faire. Le cynisme aussi. Il y a beaucoup de cynisme par rapport à ces enjeux-là. Parce que cet argument-là de « Ouais, mais moi, je rince mon pot de beurre de peanut, que ça va changer. » Puis t'es comme « Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais pense comme tout le monde le fait. » Puis c'est d'amener ça. Mais c'est ça, le cynisme... Et quand le citoyen en parle un peu plus, il est plus engagé... Ben, ça force le politique aussi. Là. Ils réagissent plus à ça. Pour pouvoir répondre à la demande. Souvent, ils vont réagir à ça plus qu'avec moi. Avec moi, ils me voient souvent là, au niveau politique. Fait qu'ils disent, bon, encore Quirion qui arrive avec ses affaires. Fait que c'est ça, dans le fond. Est fâché. Fait que c'est ça, dans le fond. C'est moi, il m'écoute pas tout le temps. Fait que si je change le citoyen, lui, il est plugué sur le citoyen. Il est tout neuf. Non, mais de toute façon, je veux dire, au Québec, comme à plusieurs endroits à travers le monde, c'est le citoyen, via ses taxes, qui paye pour la recherche. Et donc, d'impliquer le citoyen dans ce processus-là, j'imagine que c'est aussi une façon de redonner à la communauté, finalement. Et je pense que ce qu'on a vécu avec la pandémie, il l'avait avant. Les fausses nouvelles, ça date pas d'hier. Ouais. Mais quand même, ça a été mis, on l'a vu beaucoup plus, ça a été beaucoup plus publicisé. Il y a eu des événements comme à Ottawa avec les camionneurs, tout ça. Je pense qu'on doit travailler du côté littératie scientifique. Et ça commence très, 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 très jeune. Là. J'ai souvent même les jeunes, les enfants de 2, 3, 4 ans, là, ils ont des neurones numériques de plus que moi. Là. Ils vont jouer avec les tablettes que je suis même pas capable de faire. Là. Mais puis au primaire, l'enseignement du côté des sciences, on peut faire mieux. Mais c'est pas trop pire. Là où on en perd beaucoup, c'est au niveau du secondaire. Là, ils commencent à dire, ça a l'air nerd un peu. Là, fait que, c'est pas cool. Quand t'es convaincu... Tu vas aux expositions, c'est correct, mais là, il faut élargir ce bassin-là. Il faut aller beaucoup plus loin, trouver des façons d'intéresser, que ce soit plus sexy, si on veut. D'enseigner à l'esprit critique, d'enseigner à c'est quoi une méthode en sciences, comment discerner une vraie nouvelle d'une fausse nouvelle. Et continuer au collège, à l'université. Donc, c'est un engagement à vie, si on veut. C'est une façon de réfléchir aussi. Tu n'es pas obligé de travailler en sciences pour avoir ce minding-là du raisonnement scientifique de qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais pas, prendre des décisions basées là-dessus. Tu peux travailler dans n'importe quel domaine, puis c'est quelque chose qui va te servir toute ta vie de réfléchir comme ça. Et on est chanceux, je pense globalement au Québec, au Canada, il y a quand même beaucoup d'intérêt pour la science. Des fois, on met plus en première page ceux qui ne croient pas, là. Ouais. Mais quand même, globalement, beaucoup d'intérêt quand on leur parle. Vaccins à l'ARN, les PCR, tout ça, c'était pas dans notre langage du tout. Puis là, c'est là. Fait que là, j'ai rencontré des jeunes du secondaire, il y a quelques mois. Puis là, ils me disaient, moi, ça m'intéressait pas du tout, cette affaire-là. Mais là, je me suis dit, peut-être développer un vaccin dans ma vie, ça pourrait être le fun. Ah ben oui, c'est ça. Le fait d'en entendre parler. Là, dire, fait que ça peut être une carrière cool aussi de ce côté-là. C'est pas juste quelqu'un là, caché dans son
dans son laboratoire avec quelques rats. Là. Ça peut être un peu plus que ça. Là. Fait que c'est aussi de moderniser l'image d'un scientifique. Je pense que c'est important. Ben oui, moi, je suis en science à cause des débrouillards. Ben oui, moi c'est les débrouillards Je regardais, aussi. je lisais les revues quand j'étais jeune, puis j'avais dit à ma mère à un moment donné, moi, je vais travailler avec un sarrau. Finalement, j'en porte pas. Je sais pas comment fonctionne un microscope non plus, mais la science, je veux dire, j'y ai été exposée jeune, puis c'est ça qui a fait en sorte que je m'y suis intéressée, finalement. Ouais, puis c'est le même contenu. C'est juste une façon de le présenter qui fait que ça t'accroche, puis on peut accrocher les jeunes. Parce que des fois, quelqu'un dit, puis les femmes, peut-être des fois plus encore que les gars, là, mais pas bon, je suis pas bon ou je suis pas bonne en mathématiques. Fait que là, tu te mets ça un peu dans la tête, puis avec tes amis, tu as un groupe de pas bons en mathématiques, mais là, ça t'oriente très tôt dans ton cursus, là, parce que là, tu es obligé de faire des choix. Tu es juste en secondaire 3, tu es obligé de commencer à décider que tu vas aller dans une voie, puis tu ne seras pas dans l'autre. Ouais. Ça, c'est malheureux. C'est sûr qu'il faut probablement faire des choix, mais si on était capable d'aller un peu plus loin là-dedans, d'avoir parce que je pense, on parle beaucoup de science ici, mais pour moi, la science, c'est très général, très global. D'avoir une meilleure formation, même en philosophie. Tout ça, ça va te donner un bagage qui va être aidant plus tard dans ta vie, plutôt que d'avoir une ligne, puis là, tu dis, ben là, je comprends plus tel monde, parce que moi, je suis un expert des mathématiques très pointues, je comprends plus ce que le philosophe peut me dire, ou l'artiste, parce que beaucoup, on doit marier ces mondes-là davantage, et c'est ce qu'on essaie de faire dans les programmes plus intersectoriaux, tout en disant, ben, c'est important d'avoir des experts aussi très pointus. Il faut avoir un mélange des deux, et on peut pas dire... moi, j'ai pas besoin de géologues parce qu'il n'y a pas de tremblement de terre au Québec. Là. Si on en a un très gros demain matin, ben, tout le monde va en vouloir des géologues. Mais comme avec la pandémie, je pense qu'on en a eu un exemple. Hein? Exact. Faut avoir une certaine formation. Puis je pense aussi que les parents, les profs, on joue un rôle incroyable là-dedans pour exposer aux enfants que c'est possible. Il y a une étude qui a été publiée en 2007 ou en 2008 qui montrait que le vocabulaire qu'on utilise auprès des enfants, soit de dire justement... ah ben t'es bon en mathématiques, c'est sûr, t'es un garçon, t'es bon en mathématiques. Versus avec les filles, on va le faire beaucoup en lecture, en écriture, où on va avoir tendance à considérer que les filles sont plus tranquilles que les garçons en classe. Puis toutes ces préconceptions-là qu'on a en lien avec les différences liées au sexe biologique, ben veut pas, ça met les enfants dans des petites boîtes. Des cases, Ben oui, puis on leur donne plus d'attention, par exemple, aux garçons en mathématiques, donc ils deviennent meilleurs. Tu sais, parce qu'on se dit, ben ils sont bons, donc je vais leur donner du matériel pour qu'ils puissent réussir. Je vais leur donner des... Ben oui, on renforce bien malgré nous là, ce type de comportement-là. Fait que je pense que d'enlever ces œillères-là qu'on peut avoir en ce qui a trait aux différences sexuelles, ben ça peut vraiment... pousser les jeunes à y avoir l'opportunité d'explorer aussi, puis de faire autre chose, peut-être avec un genre de programme comme vous avez, ça aussi, de présenter la science un peu différemment, que c'est pas juste dans un livre, puis là, tu regardes ça, puis tu dis, oh, c'est plate, là, faut que j'apprenne l'équation par cœur, puis je m'en rappelle plus. Ça peut avoir l'air, tu sais, très scolaire rapidement, puis je peux comprendre que c'est pas sexy sur papier, mais quand tu prends le temps de comprendre l'application de chaque chose, là, tu as un référent dans le monde réel, puis on dirait que ça rend tout plus intéressant parce que égoïstement, tu peux le ramener à toi puis dans ton quotidien, donc ça t'intéresse. Travailler peut-être aussi davantage avec des jeunes, et ça, on l'a fait un peu avec la pandémie, encore une fois. Là. On a un programme que vous avez peut-être vu, COVID Jeune. Non. Non, j'ai pas vu ça. Oui, parce que finalement, on était beaucoup... très, très, très présent là, avec le premier ministre, les ministres, continuellement. Et là, les conférences de presse, les journaux, les radios, etc., etc. Puis là, tu dis, bon, les jeunes ne sont pas affectés trop par ce virus-là. Ils n'en souffrent pas trop. Bon, pourquoi ils seraient anxieux par rapport à ça? Pas trop. Le vaccin arrive. Pourquoi tu irais te faire vacciner? T'es pas trop sûr. Mais en plus, on les rejoignait pas du tout. Ils n'écoutent pas la télévision, ils regardent pas la radio, ils lisent pas les journaux. C'est pas eux autres qui regardaient M. Legault faire sa conférence de presse. Là. Fait qu'on se dit, OK. On va engager Pierre-Luc Funk. Ouais, c'est ça. On va quoi? Engager Pierre-Luc Funk. Non, finalement, on a engagé des jeunes. Fait COVID jeune en disant, faites un blog. Fait que là, c'était des jeunes de 15 à 22, 23 ans. Et je me rappelle, les gens, certaines de mes personnes au fond de recherche, ont dit, si on leur donne 5 000, 10 000 piastres, ils vont peut-être partir par en Floride avec ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Mais ça a été fabuleux. Avec pas gros d'argent, des jeunes gars, des jeunes femmes, ils ont fait des blogs comme ça. Et là, ils parlent avec le langage de leur âge dans leur groupe. Donc là, on va faire un COVID climat, là. Pas un COVID climat, un blog climat aussi, avec des jeunes comme ça. Puis c'est sûr qu'ils n'ont pas de titre universitaire, ils n'ont pas de formation et tout ça. Non, mais ils sont intéressés, ils sont vraiment, engagés. Et vraiment, ils sont... Si l'avoir fait avec des
les compagnies, les consultants et tout ça, ça aurait coûté 10 fois plus cher. Là. Ah, puis ça aurait été « Hey, le jeune! » Ouais, c'est Ah ça. ouais. Ouais, moi, je fais beaucoup de campagnes de pub, là, puis il faut tout le temps ramener ça, là. C'est comme, on veut parler aux jeunes, fait que là, on pensait commencer avec Io, puis là, je fais, je fais, OK, on va ramener le bateau un peu, là. Fait que ça aussi, de garder les jeunes, pas juste les jeunes aussi, pendant toute la vie, mais engagés sur le terrain, en parler un peu plus. Puis très souvent, beaucoup d'ouverture au Québec, que moi, je vois dans plusieurs communautés. Là. Moi, je trouve ça intéressant aussi d'engager les jeunes, les citoyens, etc., pour faire une portion de ce transfert de connaissances-là, finalement, parce que les chercheurs, on nous en demande beaucoup. Hein? Tu sais, il faut produire de la science, il faut enseigner, il faut faire des demandes de subventions, puis des bonnes, parce que sinon, tu n'as pas d'argent, donc tu ne peux pas faire de recherche. Il faut que tu supervises des étudiants qui, eux aussi, vont devenir chercheurs. Puis là, maintenant, il faut aussi qu'on fasse du transfert de connaissances. Ouais. Entre autres, ce qu'on fait avec le podcast Selon une étude. Est-ce que vous trouvez qu'on nous en demande beaucoup aux chercheurs? Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et pendant quelqu'un qui fait un doctorat ou une maîtrise, bien sûr, c'est sur un projet assez pointu. Mais en même temps, on est dans une société quand même relativement riche. C'est les payeurs de taxes qui font ça. Je pense qu'on est en droit de demander beaucoup. Oui, ça crée de l'anxiété dans certains groupes, mais moi, j'ai toujours trouvé, et c'était mon étude avec mes étudiants, oui, votre projet de recherche, bien sûr, il faut le faire. À un moment donné, ça prend ton doctorat. Puis quand tu vas défendre ta thèse, à ce moment-là, tu vas savoir tout sur le sujet X. Là. Tu vas savoir tout sur rien. Là, maintenant, c'est le temps d'apprendre d'autres choses après ça. Ah, vraiment? Parce que ça devient très pointu. Fait que je leur disais, si vous voulez faire autre chose, apprendre autre chose. Ils ont été éditeurs de livres. Et c'est toujours riche. Des fois, les directeurs ont un peu peur. S'il fait trop de choses à côté, il ne livrera pas à marchandise, là, parce qu'il n'aura pas le temps de travailler sur le projet de recherche. Globalement, je pense que c'est faux. Parce que ça permet de voir quelque chose d'autre et tu reviens plus motivé quand tu replonges dans ton expérience, dans tes expériences. Fait que, oui, on en demande beaucoup, mais en même temps, je pense que c'est stimulant. C'est sûr qu'il y en a peut-être certains jeunes, certains profs qui n'aiment pas ça. Être sur la place publique, être sur expliquer ce qu'ils font, justifier peut-être ce qu'ils font. Mais naturellement, c'est sûr que c'est pas tout le monde. Beaucoup de scientifiques que je connais qui sont pas des gens qui sont très extravertis. Donc, ils vont le faire, mais ils le font parce qu'ils doivent le faire. Puis... Mais si on le fait plus jeune, peut-être on fait un peu de formation. Puis, mais je pense qu'il faut s'exposer. C'est surtout ça, parce que, tu sais, je veux dire, moi, faire du transfert de connaissances, c'est une des choses que j'aime le plus en sciences. Tu sais, j'adore ça. Puis, mais j'ai évolué auprès de quelqu'un qui en fait beaucoup. Tu sais, mon ancienne directrice de thèse, Sonia Lupien, fait beaucoup de transfert de connaissances. Puis moi, la première étude que j'ai faite, ma première publication, c'est sorti en 2015 dans mon doctorat en neurosciences. Puis c'était une étude sur les livres de croissance personnelle. Tu sais, on vérifiait à quel point les utilisateurs étaient stressés, étaient déprimés, etc., d'un point de vue biologique, ce qui se passait. Puis j'avais jamais fait de média de ma vie. J'avais jamais fait une entrevue avec un journaliste de ma vie. Puis Sonia m'avait dit, ma cocotte, demain matin, t'es en salut bonjour. Comment bien? Oh, je voulais mourir. J'ai tellement mal dormi, je me sentais pas bien. J'étais plaquée rouge pendant l'entrevue. Vraiment, j'étais tellement stressée. Puis on dirait que le fait de s'exposer, après ça fait bon, c'est correct. T'sais, personne n'est mort. Puis, mais t'as le goût d'en refaire par la suite aussi parce que tu te dis, en fait, transférer les connaissances acquises en labo, c'est une partie importante de la recherche, mais il faut s'exposer pour pouvoir finalement se déconditionner à avoir cette crainte-là. Mais je pense que c'est important. Et donner des outils un peu plus. Et pour nous aussi, au niveau des fonds de recherche, mais au niveau des universités, des collèges, etc., de mieux reconnaître ce genre d'activité-là aussi. Ouais. Parce que souvent, ce que vous faites, par exemple, ils vont dire, oui, c'est correct, mais ça compte pas vraiment. Ce qui compte, c'est ta publication dans le journal Y. Exact. Fait que de mettre ça dans le cursus, dire, oui, ça fait partie. Si quelqu'un va donner des conférences publiques, grand public, ça fait partie là, d'une contribution importante à la société. Ça devrait compter autant qu'une publication. Là. Fait que ça, on est après réajuster, je dirais, la notion d'excellence. C'est un peu de jargon, là. Mais c'est pas juste une question de notes puis d'avoir 92, 90 ou 87. Là. Fait qu'il y a bien d'autres choses dans la notion d'excellence qu'on essaie d'actualiser, je dirais, mais c'est pas simple. Parce qu'il y a la résistance aussi, il y en a qui aiment mieux quelque chose de très quantitatif. Exact. Moi, j'avais une question par rapport au rôle des médias, parce que j'imagine que dans une position comme la vôtre, où là, vous conseillez des ministres, vous êtes dans le rôle politique, vous essayez de prendre
les réponses scientifiques, puis de faire passer ça aux politiques pour leur faire comprendre l'importance, pour qu'ils l'appliquent dans la vie de tous les jours. Les médias ont aussi un rôle à jouer lorsque les nouvelles sont relayées. Je me demandais, est-ce qu'ils font une bonne job de... Parce que je vois souvent, moi, des articles passer là, de genre, c'est du gros clickbait qu'on appelle, tu sais, juste une grosse phrase coup de poing. Puis quand tu lis l'article, tu découvres que finalement, non, c'est un résultat qui peut-être suggère que peut-être on va se rendre là. Mais le titre de l'article suggère qu'on a trouvé la réponse, tu sais. Fait que je vois beaucoup de ça. Est-ce qu'au Québec, on fait une bonne job de... On n'est pas pire qu'ailleurs, je dirais. Ouais. Puis on a quand même quelques journalistes scientifiques qui ont une assez bonne formation. Ça fait longtemps qu'ils sont dans les secteurs. Il faut valoriser le journaliste scientifique davantage aussi. Charles. Il y en a pas suffisamment. Et c'est certain que les journalistes génériques, je dirais, là, sont sous énormément de pression. J'aimerais pas être à leur place, là, où tu as le papier, tu dois le sortir, tu n'as pas le temps de vraiment réfléchir comme peut-être il y a 10-15 ans, où tu avais le temps d'avoir un papier plus détaillé, de vérifier les sources. Maintenant, c'est vraiment ça. Souvent, là, tu es là, puis tu dois le produire en une demi-heure, puis c'est coupé. Quand tu arrives dans la version finale, ça va être édité et coupé un peu partout. Donc, pour rendre justice aux journalistes, il va falloir vraiment valoriser davantage le bon journaliste et on s'en va pas vers ça. Ouais. Non, c'est sûr qu'avec les médias sociaux et les chaînes 24 heures, ça prend du clip, là, ça prend de la nouvelle. Fait que ça, c'est compliqué un peu. Vous battez avec le sensationnalisme aussi. Ça veut dire que le tri qui est fait sur les résultats puis les recherches, ce qui serait vraiment important à dire, selon vous, et pas nécessairement ce qui est important pour quelqu'un qui veut vendre des journaux. Je dis souvent que dans ma carrière, quand j'étais en recherche, travailler sur la maladie d'Alzheimer ou des modèles d'Alzheimer, j'ai guéri l'Alzheimer à plusieurs reprises. Oui. Dans mes modèles de souris et de rats, ça marchait très bien. Oui. Très, très bien. Ça faisait la première page. Ouais. Et j'étais sûrement aussi coupable que n'importe qui, mais je veux dire que mon milieu d'accueil aussi. Hein, l'université, ça fait bien là, quand tu chercheur X a découvert quelque chose de très nouveau. Puis là, tu lis, puis ouais, il reste un bout avant que ça soit appliqué dans... Fait que ça aussi, des fois, là, c'est pas juste les médias, mais nos organisations, les universités, les collèges... Qui veulent aussi rayonner. Ouais. Ils poussent ça, puis pour aller faire chercher des dons de grands donateurs. Ouais, donc ça leur sert aussi. Ah oui, non, c'est sûr que de ce côté-là, puis à un moment donné, tu dis, ben là, moi, je travaillais à un moment donné beaucoup sur les antioxydants naturels, resveratrol et autres qu'on a dans le vin rouge. Ben là, c'est le message, c'est presque prenez du vin rouge. Là, ça va, yes! ça va vite, là. Tu me dis, il faut faire attention, là. Bon, ça dépend des quantités aussi, là. Fait qu'il y a tout cet aspect-là. Mais maintenant, ce qu'on commence à faire, puis récemment, j'étais à un congrès en Afrique, c'est le World Science Forum. Là, on avait donné des bourses à 20 journalistes scientifiques d'un peu partout à travers le monde. Compétition, 300 impliqués, on en a eu 20. Et on veut faire ça davantage. De bâtir une communauté de journalistes scientifiques qui peuvent s'entraider entre eux parce qu'ils ont très peu d'appui. Okay. En général, la majorité des journaux ou des CNN de ce monde-là. Puis encore une fois, c'est ça, il y a pas assez des fois des nouvelles sensationnalisme. Quand tu lis l'article, tu te rends compte que c'est vraiment dans un plat de pétri puis c'est pas chez l'humain demain matin. Ou c'est pas vendeur parce que c'est une bonne nouvelle, entre guillemets. Qu'une mauvaise nouvelle, ben là, c'est sûr que ça fait plus. Ah, les mauvaises nouvelles, oui. Ça pogne. Ça paye. Ça va vite sur les réseaux sociaux. Ouais, ça suscite des émotions, puis ça, ben, ça fait en sorte que les gens s'en souviennent. Ouais. Je me demandais, c'est quoi les embûches majeures dans votre position de scientifique en chef? Est-ce qu'il y a des obstacles auxquels vous frappez tout le temps, que vous essayez de... Je pense qu'il faut apprendre à travailler. Là, c'est sûr que ça fait un bon bout de temps, puis j'ai des collègues à travers le monde, fait qu'on peut échanger sur les façons, les meilleures pratiques. C'est la façon de penser la science, la façon de faire la science, c'est quand même relativement... C'est pas du court terme, c'est pas de l'aigu. Quand on est plus du côté politique, conseil aux politiciens, on est dans l'aigu. Ce qui est important aujourd'hui, ne sera peut-être pas demain. Ou après-demain, la pandémie, ça a été exceptionnel. Pendant un bloc de temps, il n'y a plus d'autre chose. Là. Fait que ça, mais sinon, c'est l'histoire du jour, puis le lendemain, c'est moins. Fait que tu es toujours dans l'urgence. Et tu n'as pas le temps, peut-être pas comme un journaliste scientifique, là, mais tu n'as pas le temps de creuser autant qu'on aimerait des fois. Parce que très souvent, on a l'appel en fin d'après-midi, puis c'est pour le lendemain. Là. Fait qu'il faut vraiment se retourner rapidement. Donc, ça, c'est un défi continuellement. Après plusieurs années, c'est sûr que là, j'ai un bon réseau. Et peut-être ce qui a été le plus important au niveau du gouvernement du Québec, c'est que je pense qu'il y a une confiance en ce que je fais, sans trop de prétention, là, puis il y a une certaine résilience de ma part aussi. OK, on change de gouvernement,
J'ai vu les libéraux, j'ai vu la CAQ, j'ai vu le PQ, j'ai vu plusieurs ministres. Fait que, ça, c'est vrai, vous changez pas, là, quand les gouvernements changent. C'est que je dois dire que c'est assez unique aussi au modèle québécois. En Irlande, c'est un peu comme ça aussi, le scientifique en chef là-bas. C'est dans la loi. Donc, moi, ils peuvent me mettre à la porte n'importe quand. Là. C'est sûr qu'ils peuvent arriver demain matin, mais ça prend l'accord de tous les partis. Ça prend l'accord de l'Assemblée nationale parce que c'est dans la loi. Okay. Très souvent, c'est pas dans la loi, c'est nommé par le président ou le premier ministre du jour. Comme le ministère, dans le fond. Aux États-Unis, comme les aux États-Unis, le président change, tout ce qui est conseil scientifique change. Ça monte tout à la porte. Fait que, mais moi, j'y vois un gros problème. Oui, c'est sûr qu'il faut bâtir des équipes. Nos équipes sont relativement petites, puis d'avoir une certaine stabilité. Puis c'est sûr que moi, j'ai mon patron, c'est un ministre, mais on interagit avec plusieurs ministères et j'ai interagi avec beaucoup de députés de l'opposition aussi. Là. Hein, on a parlé récemment de la création d'un caucus climat. Et ça, c'est tous les partis qui sont là-dedans. Là. Puis quand on organise des activités à l'Assemblée nationale, des petits déjeuners, des cocktails, c'est les députés là, qui décident du sujet, qui nous disent, ben moi, on aimerait entendre parler de ça. Et là, tous les partis sont là. Ah, et nous, on cool, nous amène ça. des experts. Puis ils sont intéressés, même s'ils n'ont pas de formation, très peu ont des formations scientifiques, beaucoup plus intéressés qu'on pense. C'est sûr qu'ils ont beaucoup de questions aussi dans leur comté des commettants. Quelqu'un, une mère de famille, un père va les voir, puis ma fille, mon fils a une maladie héréditaire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Connaissez-vous quelque chose? Fait que, le premier petit déjeuner qu'on a organisé, toi, tu vas peut-être connaître, là, finalement, ils m'ont demandé, les députés me demandent, les députés des 4 partis, on voudrait entendre parler de la technologie CRISPR, de génie génétique, là, de changer le génome. Qui veut entendre parler de CRISPR? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. J'aurais pensé quelque chose de pour. Mais c'est ça, il y avait eu des gens qui étaient allés les voir, puis on a vu ça quelque part. Et est-ce que ça pourrait aider ma fille ou ça pourrait aider mon fils qui a une maladie héréditaire? Fait que là, vous allez chercher un expert. 2 experts, 2, 3, en général 2 experts. Et on leur dit à l'expert, là, tu as 3 minutes, 4 minutes pour faire ton exposé. Et par la suite, les députés posent des questions. Et là, souvent, les chercheurs me disent, c'est plus difficile ça, que je viens de présenter à une gang de collègues. Là. Tu as 20 minutes, tu as 30 minutes. Là, tu as 3 minutes, faut pas que tu les perdes. Et les questions qu'ils posent, en général, sont très, très bonnes. Okay. Fait que là aussi, d'avoir, jusqu'à un certain point, c'est le grand public, même si c'est des élus, ils représentent. Et là, tu sors un peu de ta zone de confort, puis en général, les gens aiment beaucoup. Les chercheurs qui viennent à ce genre d'activité-là aiment beaucoup parce que ça les met en contact avec une certaine réalité qui est différente de ce qui est. Oui, parce que c'est facile d'être dans sa bulle aussi, j'imagine, quand on est en recherche. Là. On se connaît beaucoup, profils, mais on va au congrès. D'habitude, on rencontre un peu toujours le même monde. On va dans les mêmes congrès. Mais c'est quoi le CRISPR? C'est quoi mettons, simplement? Ça, c'est vraiment réparer ton génome. OK. Il y a des technologies, c'est un peu comme des ciseaux génomiques, là. Ça permet, avec des enzymes, d'aller couper la portion du gène qui est mauvais. Elle marche pas. Et on le remplace et on en recolle un autre, là. C'est Monsieur Muffler avec des ciseaux. du gène. Exact. Ouais. Et finalement, la première personne qui a proposé un peu que ça pouvait exister, c'est Sylvain Moineau, à l'Université Laval, qui, lui, travaillait sur le fromage, les enzymes dans le fromage. Mm-hmm. Et c'est avec ça qu'il a proposé ça. Quand il a proposé, comme ça arrive souvent, les gens voient, bon, c'est quoi cette affaire-là? Fait que finalement, comme on fait au Québec, au Canada, on l'a pas valorisé sa découverte assez. Fait que finalement, il y a eu des prix Nobel après, mais lui, il l'a pas eu. Parce qu'il n'avait pas été assez supporté par le prix Nobel, ça n'arrive pas comme ça non plus. Fait que c'est pas parce qu'on est en sciences qu'on est plus pur que du côté de la musique ou quoi que ce soit. Là. Si on va avoir un prix Nobel, parce que tu as eu plein de prix avant. Là. Fait que tu as des amis, des gens qui t'appuient dans tout le processus. Fait que Sylvain ne l'a pas eu. Puis il y a 2 très, très bonnes chercheuses, une américaine et une française, qui l'ont eu il y a 2 ans, je pense, pour la technologie CRISPR. Et maintenant, ça commence pour la cécité héréditaire, par exemple, utiliser la technologie CRISPR pour que les gens puissent le voir par la suite. Wow. Ça, c'est quelque chose aussi que je me demandais par rapport au rayonnement mondial du Québec en sciences. C'est quoi la proportion de ce qui est publié ici? C'est quoi l'impact qu'on a? On est-tu bon? Oui, on est-tu bon? On est assez bon pour une petite communauté. On est assez petit, là. Le Canada, c'est pas juste le Québec, mais le Canada produit à peu près 1% des publications scientifiques dans le monde. Et on représente 0,01% de la population. Là. Donc, c'est sûr par rapport à notre population, c'est pas mauvais. On peut toujours faire mieux. Il y a des secteurs où on est très, très, très fort. OK. L'aérospatial, par exemple, peut-être que
Bombardier n'a plus son C-Series, là, c'est le A220 là, qui est maintenant avec les Français, mais c'est un avion fabuleux. Et ça a permis de développer toute une infrastructure dans les universités, dans les compagnies qui sont ici. Et Montréal est la 3e ville au monde en termes de recherche dans le domaine de l'aérospatial. Okay. Et là, ils travaillent beaucoup sur l'avion vert. Avoir un avion là, qui va être beaucoup moins polluant. Fait que ça, c'est un domaine très fort. Les neurosciences, historiquement, avec les Penfield, à Montréal, on a une rue qui s'appelle Penfield. Là. Et même quand j'étais à McGill, puis j'enseignais des faux étudiants en médecine, vous êtes venus comment aujourd'hui? On a pris ça. Penfield. C'est qui Penfield? C'est bon. Fait que ça aussi, là, Penfield était quand même un des plus grands pionniers dans le domaine de la recherche sur le cerveau. Donc, Montréal et le Québec a toujours eu une très bonne réputation dans ce secteur-là. Le stress, c'est né à Montréal. Oui, ça aussi. Le stress, c'est né à Montréal. Oui, c'est nous autres, ça. C'est nous qui avons stressé le reste du monde. On a donné le stress à tout le monde. C'est nous autres. Ben, ça fait plaisir, la gang. De rien, groupe. Le mot stress vient d'un chercheur là, qui était à l'Université de Montréal. McGill avant par l'Université de Montréal. Puis... Wow, je savais pas. Ouais. Penserais à ça en vous rongeant les angles. Mais il y a eu de très bonnes contributions du côté des sciences de la vie. Le premier médicament pour traiter le sida, c'est une découverte d'un chercheur de l'Université de McGill. Il y avait toutes les grandes compagnies de ce monde qui travaillaient avec des milliards d'investissements. Et lui, dans son petit laboratoire, Bernard Bello, avec une molécule qu'on a appelée le 3-TC, c'est lui qui l'a fait. Puis après ça, il a démarré des compagnies. Ça aussi, c'est une très belle découverte. Mais c'est certain qu'on ne peut pas dire, c'est un peu un des défis avec le gouvernement, avec mon patron, là, on ne peut pas garantir en recherche fondamentale, on ne peut pas garantir que demain matin, on va avoir telle découverte. Mais il faut continuer à investir là-dedans. Les vaccins, l'ARN, il y avait 30 ans de recherche en arrière sur l'ARN. Ça veut dire quoi, l'ARN? Ça sert à quoi? Fait que là, c'est arrivé un bon moment où on était rendu qu'on était capable d'utiliser ça pour créer des nouveaux vaccins qui sont très, très, très efficaces. Puis il y a des modes aussi dans ce qui est populaire en recherche aux yeux du gouvernement, puis ce qui l'est moins. Et ça, c'est dangereux. Puis je disais, encore une fois, avec la pandémie, les virologistes, avant la pandémie, il y en avait trop. Hein, les gens dans des départements, par exemple, de biochimie, ou pourquoi on aurait besoin, il y en a un station, on n'a pas besoin d'autres. Puis si on a besoin de vaccins, de toute façon, on va acheter des Chinois ou des Indiens. Oups. On n'a pas vraiment besoin de ça. Là, tout le monde en veut. Ils sont en demande partout. Fait que demain matin, il arrive un autre grand problème. On parlait un peu de tremblement de terre. Ben là, on va avoir tous des géologues. Puis là, ça sert à quoi un géologue? Fait que je pense que d'avoir dans toutes les disciplines, incluant la religion, sciences sociales, sciences humaines, mieux comprendre comment notre société fonctionne ou fonctionne moins bien, tous les aspects de démocratie qui changent beaucoup, là, ça aussi, c'est des c'est une belle leçon, je pense, par rapport à la recherche en général. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'on a besoin de savoir. Fait qu'on peut juste chercher puis pas questionner pourquoi tu cherches. Et ça, c'est sûr que c'est toujours un peu difficile à vendre. Ouais. Parce que quand tu es du côté d'un gouvernement, un élu, ben là, tu vas avoir des résultats aussi. Il y a une élection dans 4 ans. Fait que tu veux montrer que tu as fait quelque chose pour la société. Mais en même temps, d'avoir... Puis je pense comme société riche, le Canada et d'autres sociétés comme ça, entre guillemets, on peut se payer le luxe de ça. Puis globalement, ça coûte pas si cher que ça là, par rapport à plein d'autres choses. Est-ce qu'il y a des enjeux, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais moraux d'une certaine façon, dans le sens où, là, avec le vieillissement de la population, j'imagine qu'on sait déjà qu'il y a plein de trucs qui vont toucher une plus grosse proportion de la population. Donc, est-ce que il y a au niveau politique, on pousse dans des directions sachant que le vieillissement de la population va avoir des enjeux? Puis, pas au profit, mais genre au détriment peut-être de populations plus jeunes, parce qu'on se dit, ben là, ça va profiter à plus de gens de faire de la recherche sur l'Alzheimer et ces enjeux-là. Le cardiovasculaire et compagnie. Est-ce que ça arrive, ça? Est-ce qu'il faut faire des choix dans... Regarde, il y en a là où il y a eu beaucoup plus de pression, c'est du côté du cancer. Okay. Quand même, il y a eu des investissements énormes. Les maladies cardiaques. Moi, même avant le début de ma carrière, quand même, des années 60, quelqu'un avait un attaque cardiaque à 40 ans, 42 ans. Il était mort à 50 ans. Là. Fait que souvent, je dis aujourd'hui, là, enlever les médicaments pour le traitement des problèmes cardiaques, on n'a plus de problème de vieillissement. Là. On va tout mourir. À 65 ans, on va créer le problème pour bien du monde. Là. Fait que ça, il y a eu énormément d'investissements, ça a assez bien fonctionné. Là où il y a eu du rattrapage à faire, c'est parce qu'on connaissait moins aussi. On disait on est bon en neurosciences au Canada, au Québec, mais on ne connaît pas encore beaucoup sur notre fameux cerveau. Là, ça reste compliqué, ça reste très difficile. Les avancées,
Dans les maladies mentales, ça reste dépression, anxiété jusqu'à un certain point. La schizophrénie, c'est encore très lourd. L'Alzheimer, quand je suis revenu des États-Unis après mes études postdoctorales là-bas, et j'ai commencé à travailler sur la maladie d'Alzheimer, je travaillais sur un système qui est dans le cerveau, le système cholinergique, là, un des neurotransmetteurs. Et certains collègues m'avaient dit, perds pas ton temps avec ça, c'est dépassé. Hein, il y avait déjà un petit médicament là, qui commençait à être commercialisé, puis c'était en lien avec ce neurotransmetteur-là. Bien là, on a des 40 ans plus tard, puis c'est encore ça. Là. On n'a pas grand-chose de plus que ça. Là. Parce qu'on a eu plein d'hypothèses qui se sont avérées fausses. Et c'est certain que c'est dramatique, hein, l'Alzheimer, ou des maladies mentales qui te rendent moins capable de garder un emploi à long terme, toutes ces choses-là, en termes de qualité de vie, c'est compliqué. Donc, santé mentale, je pense qu'on est encore en sous-investissement de ce côté-là. OK. Pour nous, au niveau des fonds de recherche du Québec, c'est sûr qu'on continue à investir dans les maladies neurologiques. Parkinson, Alzheimer, tout ça, les maladies mentales. Mais on essaie d'aller trouver d'autres façons. Fait que maintenant, on est beaucoup plus là dans ce qu'on appelle dans notre jargon le vieillissement réussi. OK. C'est-à-dire, le rêve du ministre de la Santé, par exemple, là, tu te rends jusqu'à 100 ans puis tu meurs d'une crise cardiaque à 100 ans. Ça coûte pas cher au système. T'es en forme jusqu'à 100 ans. Puis là, t'as réussi, t'as un vieillissement réussi. Fait que là, Réussi pour qui? Réussi pour les poches du gouvernement. non, mais pour nous aussi. Et là, on se rend compte que oui, il y a de la génétique là-dedans, de la génomique. Bien sûr, il y a aussi une bonne qualité de vie, mais de plus en plus, on se rend compte qu'en vieillissant, il ne faut pas qu'on isole les gens. Et on a eu trop tendance à faire ça au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, qu'on les envoie quelque part, là. Et là, ils sont, entre guillemets, parqués là. Donc, tout l'aspect de société, de vie sociale, en vieillissement, ça assure un vieillissement beaucoup plus réussi. D'exercice physique, d'exercice mental, bien sûr, la nutrition. Donc ça, c'est des choses qu'on doit faire, qu'on doit changer. Et ça commence très jeune. Il faut prendre ces habitudes-là. Et aussi, des fois, ce que je dis quand des groupes plus âgés, là, si vraiment là, vous aimez... Oui, ils vous disent qu'il faut faire de l'activité mentale. Hein? Puis là, tu dis, OK, je vais en faire avec mes amis. Mais si tu n'aimes pas ça, les échecs, ben joue pas aux échecs, là. Parce que ça va te donner plus de stress négatif, là. Ouais. Puis là, tu vas être tellement maudit après que... Bon, mais il faut peut-être d'autres choses. Tu vas peut-être aimer un jeu de cartes. Fait que se connaître, puis de ce côté-là, avoir des activités mentales et physiques lors du processus de vieillissement, je pense que ça nous assure un vieillissement plus réussi. Et encore une fois, être en société, de ne pas trop s'isoler, là. Puis on a tendance à faire ça. Quelqu'un a travaillé toute sa vie, prend sa retraite, perd les contacts très souvent avec les amis au travail. Là. Ça fait que là, se retrouve un peu seul, un couple, les enfants sont partis, tout ça. Fait que c'est un changement de vie important. Donc, se refaire un réseau, ça, je pense qu'on doit donner des meilleures formations là, à nos personnes âgées de ce côté-là. Et aussi valoriser davantage ces réseaux-là, qu'on le fait maintenant. Très cool. C'est très le fun. Merci énormément pour... J'ai tellement appris. Merci beaucoup. Ouais, j'ai adoré ça. C'était excessivement intéressant. Je suis super content de... Tant mieux, tant mieux. Votre Majesté. Merci beaucoup. Moi, Comme ça, les gens m'appellent Rémi. Non, moi, je vais continuer de dire Votre Majesté. De la science. C'était super intéressant. Je comprends vraiment mieux votre rôle et ce que vous faites et je trouve ça excessivement important. Et j'espère que les auditeurs aussi ont compris l'importance de... Et si jamais il y a de l'intérêt pour le genre de poste, moi, je ne serai pas là ad vitam aeternam. Là, à un moment donné, ça va finir, là, le rôle de Majesté. Je ne vais pas faire comme Reine Élisabeth II. Je ne me rendrai pas jusqu'à ce bout-là. Peut-être que PB va postuler. Peut-être. Ah oui, les gens... par contre, souvent, j'ai eu la question, comment on devient scientifique en chef? Ma réponse est toujours, j'en ai aucune idée. Puis si on le planifie, ça n'arrivera pas. Ouais. Fait qu'il faut être opportunistique. Quand il y a des opportunités dans la vie, il faut les saisir. Puis ça n'était une. Ben, merci d'avoir saisi la vôtre parce que c'est vraiment cool ce que vous faites. Puis Merci moi, bien. J'apprécie beaucoup.